Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de Dingue de Sport de ce 31 août 2022. C'est le dernier numéro naturellement de ce mois de l'année sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez également, vous le savez, nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Bonne arrivée à toutes et à tous. C'est bien, Dingue de Sport parle de la manche retour de la double confrontation entre le Togo et le Niger. Ce sera samedi à Cotonou, au Bénin, au stade général Mathieu Kérékou de Kounou. Au match aller, souvenez-vous, les éperviers ont gagné 1-0 sur un but de Agoro Ashraf. Le Togo est donc à 90 minutes, voire un peu plus, d'une deuxième qualification consécutive au championnat d'Afrique des Nations de football. On va analyser Thibaut Clidier, choisi le FC Lucerne pour la suite de sa carrière après avoir résilié son contrat avec Bordeaux, relégué en deuxième division française. L'international togolais a dit oui au club de D1 suisse pour les 4 prochaines années. Et l'ancien joueur de Espoir d'Uzio va connaître son 3e championnat après le Togo à 21 ans. Don de matériel à la Fédération togolaise de cyclisme. Charles Panou, à travers l'association Milenovici, soutient la FTC. On en parle dans cette émission Dingue de Sport de ce 31 août 2022, invite Angelo Folico de la rédaction de Sport FM et Prosper Agbouklou de Togo Football News. Merci de nous faire confiance. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo est tenue par Sœur Fonelom. Moi, je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Vous savez que c'est parti pour Dingue de Sport, le dernier de ce mois d'août. Et c'est la fin également du 8e mois de l'année 2022. Merci de nous faire confiance. Merci de nous choisir. Prosper Agbouklou, bonjour. Bonne arrivée. Merci Franck. Bonjour à tous les auditeurs en ce moment. Angelo Folico, merci d'être en studio. Salut sportif, Franck. Bonjour à toutes et à tous. Très bien. On va commencer par parler cyclisme parce que là, il y a eu don de matériel. Charles Panou, à travers l'association Milenovici, assiste, est venu en aide à la Fédération togolaise de cyclisme. Et tout de suite, on va pouvoir écouter le donateur. C'est un plaisir pour nous de remettre du matériel et je suis un représentant de l'association Milenovici, une association humanitaire basée à Mulhouse en France. Donc cette association a eu le mérite de contacter la fédération Omnisport des ASPTT, Association Sport et des Postes et Télécommunications de France, qui est une très grande association qui fait partie du Comité national olympique sportif français et qui veut maintenant essayer de concrétiser les valeurs du sport en Afrique, c'est-à-dire la solidarité, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc nous avons envoyé depuis un certain temps 3 cartons d'équipement de cyclisme de très bon niveau, professionnel et standard, qui nous ont demandé de remettre à ceux qui le méritent pour encourager la pratique du sport dans notre pays. Malheureusement, il y a eu Covid et puis les activités ont été suspendues. On n'a pas pu le faire très tôt. Et nous, pour que ça tombe dans de bonnes mains, nous avons attendu que les activités reprennent effectivement dans les fédérations et qu'on constate que les fédérations travaillent afin de leur remettre cet équipement qui peut être utilisé valablement. Et je pense que ce contexte-là d'une participation du Togo à une compétition internationale à Abidjan est une bonne occasion pour remettre officiellement ce matériel, équipement à la Fédération togolaise de cyclisme. Charles Panou, voilà, c'est par l'intermédiaire de l'association Milenovici basée à Mulhouse en France qu'il remet du matériel à la Fédération togolaise de cyclisme, une fédération dirigée par Pamphile Odo. Ça me donne une très très grande joie, une joie inestimable. Je crois que je ne sais pas s'il y en a déjà eu quelque chose de ce genre avant, mais je peux dire que c'est une première dans l'histoire du cyclisme togolais. Ça vraiment, ça va nous encourager et surtout nous sommes à la veille d'un tour cycliste international à Abidjan.
nous allons partir pour Abidjan et ça c'est un moyen d'encouragement, c'est un motif d'encouragement pour nos coureurs et ça va les motiver pour que les résultats soient meilleurs. On a un besoin criard de matériel. Vous voyez par exemple nos vélos, c'est avec ces vélos-là qu'on va y aller. C'est avec ce matériel qu'on va y aller. Mais on a vraiment un besoin criard de choses en tout. Bon, c'est très encourageant quand même. Voilà, Pamphile Kodo, le président de la Fédération togolaise de cyclisme, qui apprécie l'offre de l'association Milenovici. Oui, Angelo Folico, on sait que c'est l'une des fédérations qui manque vraiment de moyens, de matériel. Et voilà, ce cadeau, on peut l'appeler ainsi, ce don peut leur permettre quand même de boucher certains trous. Un léger ouf de soulagement. On pourra dire au niveau des responsables de la Fédération togolaise de cyclisme, je pense que n'eût été la présence de cette association Milenovici, avec Charles Parnot, que je salue ici, directeur de l'ANO, plusieurs fois grand responsable de volleyball à l'international et aujourd'hui qu'on ne présente plus. Je pense aussi que c'est un plus pour cette fédération. Maintenant, il faut également prendre le temps de remercier cette association qui a pensé sûrement aux besoins justement de cette instance-là. Il y a eu sûrement des demandes qui ont été faites et derrière, n'oublions pas, ceux qui sont de l'autre côté au niveau de la diaspora, ce sont des anciens sportifs qui sont peut-être encore dans le domaine, dans le réseau et donc ils se basent souvent sur leur carnet d'adresses au niveau des fédérations, au niveau des clubs pour récupérer un tant soit peu des matériels quand on sait que parler du cyclisme, ça demande énormément d'investissement. Un seul vélo, c'est plusieurs millions. Vous prenez les accoutrements ou les accessoires, ça aussi, ça coûte. Vous prenez le fait même de mettre les cyclistes au vert, histoire de leur permettre de mieux se préparer pour les compétitions, ça demande de l'argent. Donc, on pourra dire que c'est une petite épine sortie du pied des responsables de la FTC. Mais au-delà de ça aussi, soyons courageux de dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez une fédération qui est créée depuis, je ne sais pas, 40, 50 ans, mais vous vous sentez aujourd'hui presque orphelin de tout, parce qu'à un moment donné, les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Le Tour du Togo même, c'est compliqué. On se rappelle qu'il y a quelques mois, dans un passé plus ou moins lointain, on nous a annoncé dans ce même studio que le Tour du Togo aura bel et bien lieu. En juin, nous a-t-on dit. Mais vous et moi, aujourd'hui, nous n'avons jamais assisté à cette compétition. Preuve que, franchement parlant, la route, elle est encore très très longue et on a du mal à pouvoir regarder l'horizon de très très près. Oui, Prosper Agbouklou, le cyclisme, ça a du mal à décoller depuis, on le sait. La Covid, on peut le dire, est venue chambouler encore ce qui se faisait. Donc avec ce don, oui, à la veille de la participation du Togo à un tour international en Côte d'Ivoire, oui, ça peut soulager. Bon, une chose est d'avoir le matériel, une chose est de s'y adapter. Vous pouvez beau avoir... C'est pas des vélos, j'imagine, c'est pas des vélos, c'est des matériaux de maillots. Maillots et autres, d'accord. Bon, je crois quand même que c'est une bonne chose, dans ce sens où les joueurs seront bien habillés, il faut le dire, et porter des accessoires, je dirais, crédibles, viables et puis photogéniques qui peuvent leur permettre donc d'être au moins bien distingués parmi les gens. Maintenant, une chose est bien d'être bien habillé, une chose est bien de compétir. Il faut aller dans ce plan, c'est là le plus important, que vous arrivez à vous faufiler parmi les meilleurs. C'est la meilleure des choses qu'on attend donc de chaque participation à une compétition. Bon, maintenant, le problème du Togo, on le sait, c'est les préparatifs qui manquent souvent pour s'adapter donc aux compétitions.
Seuls les dirigeants de la Fédération du cyclisme savent où en est donc le niveau aujourd'hui par rapport à ce tour international. Mais à chaque fois, on a l'impression que nous sommes toujours dans l'esprit de Coubertin où il faut participer, voir ce que ça peut donner. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? On attend de voir et prier à ce que nos cyclistes, nos athlètes soient donc dans de bonnes conditions pour pouvoir compétir dans les meilleures conditions et permettre à ce que le Togo ait quand même un bon rendement au classement final. Ce qui est quand même très dommage, Franck, il faut avoir également le toupet de le relever. Il n'y a pas que le football qui est une discipline qui normalement doit brasser des millions. Aujourd'hui, vous faites juste un coup d'œil au niveau du Burkina Faso. Le Tour de Burkina Faso a été créé en 1987 et 2 ans après celui du Togo. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez le Tour du Faso, le Tour du Rwanda, ce sont des tours qui sont classés catégorie 2.1. Aujourd'hui, il y a des professionnels qui y participent. Par l'UCI. Merci, l'Union cycliste internationale. Et ce n'est pas rien, parce qu'à un moment donné, Franck, l'État a compris qu'il était important d'investir dans ce sport-là. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, quand on prend le Burkina Faso par prédilection, on parle souvent des hommes intègres et leur moyen de déplacement, c'est souvent le vélo. Le vélo, mais c'est une tradition là-bas. Absolument, ils ont compris, l'État et les dirigeants ont compris qu'il faut mettre les moyens dans cette discipline. Et petit à petit, cette équipe, cette sélection du Burkina Faso, lorsqu'elle participe à différents tours dans la sous-région, mais les meilleurs sont toujours presque des Burkinabés. Ils ont eu également l'occasion de participer à quelques Tours de France, même si ils ne sont pas attendus au premier plan. Mais je dis au Togo, lorsque Ducreux, entre-temps, a fait le boulot pour mettre en place une organisation bien huilée et tout, juste après son décès, on comprend aisément qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour ceux qui sont là au niveau de la fédération de prendre le relais parce que les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Je pense à un moment donné que le ministère des Sports doit mettre justement la main à la pâte, regarder ce qui se fait de ce côté et réorganiser ce secteur parce qu'on a des pistes capable, en tout cas, de faire rouler les vélos. Vous allez à l'intérieur du pays, les gens sont curieux de regarder comment ça se passe. Et ayant participé au Tour 2016 du Togo, on a vu comment la population à l'intérieur du pays s'intéresse au vélo. Mais malheureusement, les athlètes que nous avons, aujourd'hui, ils sont obligés de faire autre chose. Le vélo devient peut-être une distraction, un plan B pour eux. Alors que normalement, c'est avec cette discipline-là qu'ils peuvent, en tout cas, se faire distinguer et aussi avoir des médailles pour le Togo. On parle d'une participation récente ou bien prochaine en Côte d'Ivoire. Pour quel objectif? Pour quel résultat? Point d'interrogation. On se demande, ce sera à partir du 4 septembre prochain, le Tour intercontinental de Côte d'Ivoire. Le vélo se meurt un tout petit peu au Togo, même en Afrique. C'est pourquoi, sur les grands tours, vous allez rarement voir des coureurs africains. L'exemple, le Tour de France, qui est le plus grand tour au monde, ben c'est difficile de voir des coureurs africains. La dernière fois, c'était un Érythréen. Il a gagné une étape, exactement. Mais après, il s'est fait mal en ouvrant du champagne. Oui, voilà, c'est dommage. Il faut aussi qu'autour des responsables politiques, parce qu'ils sont les décideurs en tout état de cause, c'est après eux. Après, ce sont eux qui disent oui, qui disent OK, on y va. Il fallait donc autour d'eux des influences qui aiment vraiment le sport, qui puisse donc vanter les mérites donc de l'investissement pour que ça marche. Voilà, le vélo de Tadej Pogacar, par exemple, coûte 15 000 €. Le vélo, faites le calcul. Jonas Vingegaard, pour lui, tourne autour de 20 000 €. Vous allez voir que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais quand on s'organise, on peut y arriver et on espère que M. Diaby, qui est le deuxième vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme, viendra nous dire ici, pourquoi le Tour du Togo n'a pas eu lieu. Il nous avait dit ici que ce serait en juin, mais depuis, on est bientôt en septembre. Voilà, beaucoup de tournois ces derniers temps sur le terrain actuellement. C'est le tournoi de la jeunesse de Sergio Sport. Derrière, il va y avoir le tournoi des moins de 17 ans de l'association des centres et écoles de foot du Togo, AC Foot. Ça va partir demain, voilà. Et on va pouvoir écouter déjà Akoussa Camélio, qui est ancien directeur technique national.
Je ne peux que me réjouir de cette faveur, de cet honneur qu'on m'a fait. Disons que je suis dans le football, ça fait longtemps, et c'est une passion pour moi. C'est une passion de travailler avec les jeunes. Même hier, j'étais encore avec les jeunes. Quand on m'a appelé, on dit que je serai le parrain du tournoi. Je n'ai pas refusé. Ce n'est pas tous les jours que ça nous arrive, donc ça me fait beaucoup plaisir. Je suis encore trop jeune pour être fatigué. Je travaille toujours. C'est ma passion. La nuit, quand je me réveille, j'ouvre mon ordinateur, c'est pour lire les séances d'entraînement. Et presque tous les jours, je suis sur le terrain. De lundi jusqu'à dimanche, je suis sur le terrain. Et c'est ça qui me donne la santé. Mais je crois que c'est une initiative qui vient peut-être un peu tard, parce que depuis longtemps, on devait faire ça, on a hésité, puis Covid est venu. Et maintenant, on l'a fait. Si nous voulons développer notre football, tout le monde le sait, c'est par le football à la base. Et vous êtes sans savoir que dans les compétitions des jeunes au niveau africain, le Togo n'est pas dans les meilleurs. Voilà, Togbui Akoussa Camilio, on dira, et Joël Atou, maintenant l'un des responsables de cette association AC Foot. Ils vont jouer en mini-tournoi dans chaque poule. Mini-tournoi aller simple. Après les matchs de poule, nous allons dégager les premiers de chaque poule et puis le meilleur deuxième, des 2 poules à 4. Et après, il y aura les demi-finales. Les demi-finales seront croisées. Premier poule A, premier poule B, premier poule C avec le meilleur deuxième. Les 2 vainqueurs demi-finalistes joueront la finale. Les 2 gagnants joueront la finale. Il n'y a pas de match de classement. Après cette étape, on aura un mini-tournoi pour encore remuer et sortir une sélection AC Foot Togo U17. Si nous calculons les 3 matchs de chaque journée, ça va largement au-delà des 45 minutes x 2 pour un match. Donc en norme internationale ou bien nationale, ce n'est pas bon de dépasser 90 minutes pour une journée. Quand vous jouez un match aujourd'hui, il faut jouer encore après 72 heures. Donc 20 x 2 x 3, il faut voir, ça fait 40, ça fait 120 minutes pour chaque équipe. Et en demi-finale, ça fait 25 x 2, ça fait 50 avec une mi-temps de 10 minutes par rapport à la santé des joueurs. Joël Atou, l'un des responsables de cette association des centres et écoles de foot du Togo, AC Foot, des propos recueillis par Latif Youruma. Prosper Agbokou, ces derniers temps, tout le monde le dit, pour avoir un football solide, il faut aller à la base, c'est-à-dire le football des jeunes, organiser des tournois, donner l'occasion aux jeunes, au moins de 15, au moins de 17, de s'exprimer. Mais les tournois, ce n'est pas ça qui manque, mais au fond, on ne voit pas la finalité, on ne voit rien après ces tournois qui se dégagent. Oui, je crois que le constat, il est clair. C'est bien d'organiser les tournois, c'est bien donc de focaliser l'attention sur la base, parce que toute construction part d'une fondation. Et si la fondation, c'est le recrutement à la base, la formation à la base, le fait donc de mettre les enfants sur le terrain et de les former, de leur inculquer la pédagogie, appliquer la pédagogie, en ce sens, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut un programme. C'est-à-dire que, moi je dis souvent, on voit que les centres de formation sont un peu laissés à leur guise. Chacun travaille comme il veut. Quel est le programme sur lequel on se base pour faire la formation? Ça devait venir donc du ministère de tutelle. C'est le ministère de tutelle qui détient la politique sportive du pays. Et si la politique sportive du pays vient du ministère, il va falloir quand même qu'on inscrit cela dans les données. Parmi les données, et faites savoir au centre de formation, voici le programme que nous avons pour l'année. On veut que ça soit X, ça soit Y, ça soit Z. Et en fin de compte, on fera un bilan pour voir ce qui manque. Mais j'ai l'impression que c'est les centres de formation. Maintenant, quand les centres de formation, quand les compétitions des jeunes sont organisées, moi j'ai déploré le fait qu'on le stipule sur, comme on appelle, les compétitions. C'est-à-dire qu'on le joue sous forme de championnat, coupe, on dégage le premier, on dégage le second. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche l'efficacité? On cherche les meilleurs joueurs, les bons joueurs, on cherche les talents, c'est-à-dire aller à la formation où on veut compétir, faire compétir les jeunes. Moi, c'est la question que je me pose. Quand Vous ne comprenez pas. Oui, on met par exemple 10 équipes ou bien 12, on dit poule A, poule B, poule C, et puis on fait 3 matchs, car certains joueurs peuvent être bons sur 3 matchs, et d'autres sur la durée. Maintenant,
pour moi, il faut regrouper et jouer autant de matchs avec les jeunes pour pouvoir dégager et enlever cet esprit de compétition où carrément ça casse le rythme. Quand vous voyez par exemple les finales auxquelles nous avons participé pour les jeunes, vous allez voir que il n'y avait pas de circulation de balles, ça se joue un peu à la baballe, chacun veut aller et à la fin, les entraîneurs crient « Nous sommes heureux d'avoir gagné ». On a gagné quoi? La coupe? Si c'est pour ça, je crois que pour moi, l'essence même de ces compétitions-là doit plutôt se baser sur la détection des talents, permettre à ce qu'on ait un maximum de matchs. On peut avoir 10 équipes et jouer complètement. Chaque équipe affronte l'autre et sur la durée, on détectera les joueurs qui ont les VMA, les VMA élevés, ceux qui ne sont pas. Parce que c'est à partir de là qu'on cherche les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Ceux qui ont plus de VMA restent en milieu de terrain parce qu'ils sont en perpétuel mouvement. Voilà. Faut qu'ils travaillent pour les autres. Voilà. Donc je crois quand même que c'est à partir de c'est ce qu'on doit chercher et non pour moi jouer jusqu'en finale, voir qui est le vainqueur, tout ça là. Pour moi c'est un peu aberrant par rapport à cela. Bon, en fait, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, nous ne connaissons pas mieux que les autres, mais si c'est ce qu'ils pensent, pour moi, ce n'est pas ça. Oui, quand on écoutait Joël Atou, il disait, nous voulons avoir une sélection moins de 17 ans assez foot. C'est peut-être là où la fédération doit intervenir, peut-être pour organiser forcément un championnat de jeunes, parce que c'est ça qui manque. On voit au niveau des sélections de jeunes du Togo, il y a des participations à des compétitions, mais à l'arrivée, le Togo revient juste après le premier tour. Est-ce qu'il ne faut pas saisir la balle au bon, aller vers un championnat de jeunes? Franck, je pense qu'on a beaucoup, on a plusieurs fois, je pourrais dire, touché du doigt cette thématique de la question ou du sujet. Depuis que le colonel Akpovi est arrivé en 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Ça fait déjà 6 ans, si je ne me trompe pas. Il n'y a jamais eu de compétition de jeunes. Quand vous allez aux informations, on vous dit non, il n'y a pas suffisamment de moyens. La période indiquée peut-être à faire la compétition ne cadre pas. Quelque part, c'est un manque de volonté bien évident de la part de la Fédération togolaise de football de mettre en tout cas en compétition les jeunes, histoire de progressivement les voir évoluer. Vous prenez le Mali, le Sénégal, le Niger à côté, mais à un moment donné, ils se sont donnés simplement à faire les championnats de jeunes. Et ne soyons pas étonnés que ces enfants-là se retrouvent au niveau des compétitions interrégionales. Il y a un tournoi international souvent qui se déroule du Bénin patronné par Jimmy Adjovi Boko. Vous allez au Mali, c'est la même chose. Au Sénégal, c'est pareil. Mais au Togo, on a l'impression qu'on veut toujours construire notre maison par le toit. Et ça ne peut pas marcher comme ça. On cherchera toujours à le marteler, mais si les dirigeants eux-mêmes ne manifestent pas cette volonté-là d'aller vers là, vous et moi, on ne va pas quand même les forcer à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut des produits finis, sans avoir pris le temps de les mettre en condition comme il se doit. Et ça, franchement parlant, c'est tirer, on peut mettre une balle dans l'eau, tout simplement, passer l'épée dans l'eau. Au-delà de ça, concernant les tournois de foot, de gauche à droite, l'initiative n'est pas mauvaise en soi. On salue quand même les initiateurs, les promoteurs qui mettent beaucoup d'argent dedans. Il y a également des Togolais de la diaspora qui reviennent, qui participent à ce genre d'événement. Mais, je mets un grand mais, c'est quoi la finalité? Vous avez posé la question tout à l'heure. Il ne faut pas aujourd'hui, avec les enfants de moins de 17 ans, moins de 15 ans, tout de suite leur demander d'être des gagnants. Il faut plutôt privilégier d'abord le côté ludique, le côté valeur sociale, le respect, l'humilité, le respect de l'autre, le fair play, la discipline, la ponctualité. Voilà autant de valeurs qu'on doit d'abord enseigner aux enfants avant de passer à la compétition. Vous comprenez pourquoi, par exemple, il y a des joueurs aujourd'hui qui s'appellent, bien qui se nomment des professionnels, qui ont du mal à être ponctuels aux entraînements. C'est parce que la base n'a pas été préparée. Vous avez des joueurs qui sont talentueux mais indisciplinés. C'est parce que dès le bas âge, on n'a pas pris le temps de pouvoir le recadrer comme il se doit. Mais aujourd'hui, tout le monde veut avoir le produit fini, tout le monde veut avoir le grand résultat. Et comme l'a dit tout à l'heure mon aîné Prosper, on se plaît à dire, tiens, j'ai remporté telle compétition, j'ai été gagnant, j'ai été vainqueur. Pour terminer mes propos, aujourd'hui, je pense que les entraîneurs de football
et par ricochet la direction technique nationale doit réfléchir autrement à ces tournois de football. La question que je me pose, combien de fois on a vu des joueurs sortis, par exemple, de la compétition des jeunes de telle ou de telle personne, devenir un grand demain, et l'on vous dira qu'il est issu d'un tel tournoi en 2016, en 2020, en 2022. Dites-moi lequel. Il n'y en a presque pas. Parce qu'à un moment donné, le suivi n'est pas bien fait. Et quand le suivi n'est pas bien fait, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on organise ces choses pour avoir de tels résultats? Il faut peut-être revoir ce qu'on fait au niveau de ce tournoi très rapidement. Oui, selon les indiscrétions, voilà. Au niveau de la fédération, il est dit que dans les mois à venir, il serait chaque équipe de première division, de deuxième, serait obligé de mettre en place une équipe de jeunes et une équipe féminine. Bon, maintenant, c'est dans les paroles. Dans les faits, est-ce que ça peut se faire? Comment ça va se faire? Allez, dis donc, si tel est le cas, c'est une initiative qu'on encourage. Si chaque équipe, comme par le passé, vous vous rappelez, les équipes des années antérieures, il y a 25-30 ans, on avait des championnats de jeunes, juniors, cadets par là. Donc je crois quand même que si la fédération peut mettre en place donc cette structure-là, obliger les clubs à avoir des équipes de jeunes et des équipes féminines, je crois quand même que ça peut avantager plus les centres de formation. Moi, j'attends de voir. Voilà, c'est ça. Monsieur Saint-Thomas. C'est pas la fédération qui doit les obliger. Un club sérieux, normalement, doit pouvoir avoir une section de jeunes. C'est très important pour la suite, pour, on va dire, la stabilité du club lui-même. On en vient au match retour entre le Togo et le Niger, là-bas, à Cotonou, au Bénin. Ce sera samedi. La dernière fois, le Togo a gagné. C'était, on va dire, dimanche dernier, 1-0. Une réalisation de Agoro Ashraf à la suite de cette victoire du Togo. On le sait, le sélectionneur nigérien Doula Haruna n'a pas été tendre. Il a dit qu'il y a eu tricherie. Il a dit qu'il ne va pas pardonner ça et que les Nigériens attendent le Togo ou bien les éperviers au Bénin. Voilà ce qu'il a dit. Et nous allons d'abord donner la parole au sélectionneur Jonas Kokou-Komla qui continue de travailler. Il parle de Abalo Deni. Ce match a été un match sur impact physique. Or, si vous prenez un joueur comme Abalo Deni, je n'ai rien contre lui, c'est un bon joueur. Il était sur la feuille de match parce qu'on avait 21 joueurs en fait. C'est à la dernière minute qu'on nous a dit que c'est 18. C'est pour cela qu'on a enlevé certains joueurs. Sinon, il était sur la feuille de match sur ce qui devait commencer le match. Donc, malheureusement, c'est comme ça aussi. Il aura sa chance. Les matchs ne se ressemblent pas. Peut-être qu'à Cotonou, le samedi, il aura sa chance. Maintenant, d'abord ici, les deux équipes ne se connaissaient pas. Maintenant, on se connaît. Donc, je pense que ça, c'est une autre stratégie à mettre en place à Cotonou. Je remercie le public pour le déplacement aujourd'hui parce que avec un stade vide et puis un stade plein, bon, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, le 12e homme était là, ils nous ont soutenus. Vraiment, je les remercie. Je sais que samedi aussi à Cotonou, c'est pas loin. Lomé-Cotonou, c'est pas loin. Je sais qu'encore il y aura de l'affluence. Maintenant, on est là pour ça. On est là pour se qualifier. L'objectif, je vous l'ai toujours dit, c'est focus sur la qualification. Donc, nous, on va travailler pour ça. On va mettre tous les atouts de notre côté pour se qualifier. Donc, je pense que c'est pas quelque chose que je vais promettre ici. Je suis là pour ça. Donc, on va travailler, se projeter sur le match retour, voir quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour obtenir la qualification samedi à Cotonou. C'était le sélectionneur des éperviers locaux, Jonas Kokou-Komla. On va l'écouter encore une fois sur le processus Covid, ce qui a énervé son homologue nigérien. Les tests ont été faits sur les recommandations de la CAF pour les deux équipes, pas seulement pour le Niger, pour les deux équipes et puis les officiels de match aussi. Moi, je suis un technicien, je m'en tiens à mon aspect technique, à mon équipe, voilà, tout. Le reste, c'est administratif, c'est comme ça. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est comment mon équipe doit jouer, comment mon équipe doit marquer, ne pas encaisser, voilà. Le reste, c'est administratif. Les tests ont été faits dans l'art, dans les stricts règlements de la CAF. Donc, moi, je ne peux pas m'hasarder sur ce terrain. Le plus important pour moi, c'est mon équipe, c'est le terrain, c'est l'aire de jeu, c'est tout. Donc le reste, c'est l'administration.
Voilà. Si on disait ça à Doula Aruna, il va vraiment voilà, s'énerver. Il l'a d'ailleurs fait la dernière fois. Et sur ces deux aspects, Angelo, d'abord sur le cas Abalo-Deni, beaucoup s'étaient étonnés la dernière fois de ne pas voir le nouveau joueur d'Asco, si je me trompe, de l'ASK, j'allais dire, sur la feuille de match. Il a donné les explications. Physiquement, ce n'était pas un joueur qui pourrait tenir le rythme face à cette sélection nigérienne. Et puis, il dit aussi que les tests Covid ont été bien faits dans les normes. Et puis, c'est des recommandations de la CAF, dit-il. Bon, je pense que concernant le volet aspect Covid, tout le monde le sait. L'Afrique n'a pas été du tout épargnée, tout comme les autres pays sur le continent. Donc le Togo, jusqu'à présent, on n'est pas encore sorti de l'état d'urgence, même si ça semble de plus en plus allégé. Donc, vous faites partie des voyageurs qui veulent atterrir au Togo. Vous respectez les procédures Covid à l'aéroport. Et je pense que les Nigériens, la dernière fois, bon, s'ils estiment que les dirigeants togolais les ont pas du tout respectés et sont allés même jusqu'à accuser les responsables du football togolais, s'ils ont les preuves, tant mieux, à eux de les brandir à la CAF. Et derrière, il y a une enquête qui s'impose. Maintenant, pour revenir un peu sur le cas de l'absence à Abalo-Deni dans le jeu togolais, vous savez, quand il y a un match pareil, il y a plusieurs réalités. Il y a quand même 7 à 8 millions de Togolais qui deviennent du coup des entraîneurs. Donc chacun choisit justement son joueur. Mais la dernière fois, j'estime simplement que Jonas Koko-Komla, connaissant très bien son groupe et connaissant également les forces et les faiblesses de chaque joueur, a jugé bon au finish, au lieu de peut-être prendre 23 joueurs comme l'exigent d'autres règlements pour d'autres compétitions, sur ce double affrontement, on demande simplement 18. Il a fait son choix et il est comptable. Au résultat que le Togo ait gagné 1-0, ça va bien. Maintenant, que Deni soit là ou pas, ça reste à l'appréciation de Jonas Koko-Komla. Deni, pour ma petite connaissance, lorsque vous avez un jeu beaucoup plus possessif et que vous avez l'obligation de faire le jeu devant l'adversaire, c'est un joueur qui est capable de casser les lignes sur un coup de rein. Maintenant, la dernière fois, on a vu des joueurs nigériens très athlétiques. Et donc, le Togo n'a pu dominer le milieu de terrain, pas du tout, surtout en première mi-temps. mi-temps. Pas du tout. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il a il a certes la technique, mais est-ce qu'il a le gabarit, la force nécessaire de pouvoir avaler des espaces et faire la différence? Point d'interrogation. Mais heureusement que, voilà, Jonas l'a dit, pour le match retour, tout est ouvert. Il peut y avoir cette possibilité d'avoir Abalo-Deni sur soit le 11 titulaire ou soit en rentrant dans le match. Toujours est-il que le Togo a gagné la première manche et reste le match retour. C'est à ce niveau-là que réside le défi de Jonas Koko-Komla. Prosper Agboklou, vous étiez au stade de Kégué la dernière fois sur ce match aller. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Quelles sont peut-être les insuffisances que vous avez pu remarquer et qu'il faudra corriger avant la manche retour au Bénin? Non, c'est la concentration devant le but. C'est vrai. La meilleure chose, c'est la concentration devant le but. On a laissé 4 Ils ont manqué de réalisme, la dernière fois. Oui, on a eu au moins 4 actions de but. Même si les Nigériens avaient eux aussi eu au moins 2 occasions, dont on a vu le portier togolais dans une détente phénoménale. Ça, je crois que c'est l'image du match que j'ai regardé. Si j'étais photographe, c'est l'image que je prendrais. Si vous étiez concentré. Voilà aussi, c'est la question. Donc, je crois quand même que c'est la finition qui manquait. La dernière fois, on pouvait mettre 4-1. Au 4-0. Donc il faut travailler l'efficacité devant le but. Et je crois quand même que, quelles que soient les circonstances, la dernière fois, je rejoins Angelo qui disait il faut laisser les polémiques inutiles. Nul n'est indispensable. Abalo-Deni, il est très bon. On le sait. Il peut rentrer dans un match et être foiré complètement. Donc je crois quand même qu'il appartient à l'entraîneur de constater par rapport à l'équipe adverse les joueurs dont il a besoin pour faire la carrière. Maintenant, Angelo l'a dit, c'est à lui de commenter le résultat. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, je crois quand même que... C'est lui qui est responsable du résultat. Voilà, donc... Et des choix qu'il fait. Des choix qu'il fait. Il sait pourquoi. Et la dernière fois, oui, Abalo-Deni, on l'aime bien, il joue bien. Il n'a pas joué, on a gagné. On a eu des occasions de but.
si on mettait 2, 3, 4 la dernière fois, les gens oublieraient donc de dire ainsi. Je crois quand même que c'est ça le problème. Donc je crois quand même qu'on est dans une période de concentration. On a battu les Nigériens 1-0. On a un match retour. Notre chance, c'est qu'on ne joue pas au Niger. On joue à Cotonou. Nous partons là 50-50. Donc là, déjà, je crois quand même qu'on doit se focaliser sur ce match. Ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas été bien concentré devant le but. L'efficacité a manqué. Il faut marquer des buts. Maintenant, sur la polémique de l'entraîneur nigérien, je crois quand même qu'on se rappelle ici, je ne voudrais pas mettre le couteau dans la plaie, mais on avait été disqualifié. Vous vous rappelez donc lors du tournoi de U17 qui était là. Est-ce qu'on a pleuré aussi, pleurniché? Non. Qui était là? Le président vous voulez parler du président de la fédération nigérienne. Est-ce que nous avons Oui, est-ce qu'on a pleuré? Non. On a même condamné justement l'encadrement technique. Nous, on a été donc objectifs dans nos analyses. Et la dernière fois, c'est son directeur de communication qui l'a induit en erreur. Ce qu'il dit, moi, je crois quand même que je serais à sa place. C'est une sortie de mauvais perdant. Oui, mauvais perdant, moi il faut le dire. Et celui qui assume la communication ne sait même pas, il ne connaît pas les règles de l'art dans la communication. Et quand on nous dit qu'on va nous régler le compte là, si nous prenons tout ça à la lettre, je crois quand même que ce n'était pas bien fait. Donc je crois que on peut éliminer, on a éliminé, vous vous rappelez, lors de la CAN, les Comoriens. Plus de 5-6 joueurs titulaires, on a mis même un joueur dans les buts, ça a été ce qu'il a été. Donc je crois quand même que c'est inutile, ils ont perdu et moi je n'accuse pas les autorités sportives, je ne pense pas qu'ils sont de mauvaise foi pour faire que les meilleurs joueurs, ils sont qui? Excusez-moi. Bon, le secrétaire a dit que personne ne les connaît. Donc, on ne pouvait même pas prendre des dispositions pour faire quoi que ce soit. Et beaucoup disent derrière que c'est une sortie de mauvais perdant et que l'entraîneur aurait mieux fait de se taire. Voilà, donc Harouna Dioula, vous nous attendez au Bénin, les éperviers également vous attendent. Oui. Bénin, c'est plus proche du Togo que du Niger, mais on a le Togo a beaucoup de frères là-bas au Bénin. Voilà, Angelo Folikou, c'est un match qui s'annonce tendu déjà par rapport à ce qui s'est passé, par rapport peut-être à cette sortie de Dioula, Harouna, le sélectionneur du MENA. Alors, quelle est la recette pour gagner ce match ou bien pour avoir le résultat qui permettait au Togo d'enchaîner au CHAN? Pour ajouter à ce que Prosper a dit, je pense que les Togolais doivent faire fi, doivent rester dans une sorte de bulle pour ne pas du tout écouter les différents commentaires, les différentes provocations, parce que le Togo sera provoqué au niveau même des dirigeants, au niveau des supporters, au niveau même peut-être des hommes des médias, puisque sûrement on sera avec les confrères nigériens, et également au niveau des joueurs. Donc il faut rester vraiment focus sur le match parce que, comme vous l'avez dit en introduction, le Togo est à 90 minutes, voire plus, d'une qualification, encore une fois, pour le CHAN. Et donc, ces joueurs-là que nous avons vus la dernière fois au stade de Kégué ont eux aussi envie d'écrire l'histoire. Ekouefoli, qu'on a vu impérial dans la défense la dernière fois, il était très au charbon. Agbocho Fabrice, vraiment, doit se remettre dans le sens de la marche. Je ne sais pas si c'est l'entame de match qui lui a vraiment fait un peu peur parce qu'il a mélangé quelques pinceaux. Et je pense aussi qu'au niveau du milieu de terrain, il faut sentir un peu plus Wome Dové impliqué dans les prises de décision. Il n'était pas dans ses beaux jours la dernière fois. Je n'ai pas reconnu Wome Dové. Il était un peu moussé, perdu. Et je pense aussi que peut-être on ne l'a pas suffisamment trouvé pour qu'il puisse décanter les situations. Que ce soit le trio Nimini Nazif, Agora Ashraf et puis Ouattara Motalebou, ce serait bien d'aller toujours harceler le porteur de balle. C'est très important. La dernière fois, on a vu une équipe nigérienne dont la défense est intéressante, mais elle a fini par craquer en prenant un but avec un ballon dans le dos de la défense. Maintenant, il faut aller un peu plus en profondeur, provoquer dans les couloirs et surtout arriver à être présent sur les deuxièmes ballons. On a vu Wome comme Manu Gadja avoir l'occasion de corser l'addition en dehors des 16 mètres 50, mais le ballon qui a refusé de pouvoir accrocher le cadre. On a vu des occasions. Maintenant, je pense qu'à Cotonou, on n'assistera pas forcément au même scénario, mais comme l'avait déjà dit Thierry Abouy, les
plus petites occasions qui vont se présenter, il faut tout faire pour pouvoir les concrétiser. C'est à cela que vraiment ça pourrait passer. Et puis terminer en disant ceci, jusqu'à présent on ne sait pas exactement quelle est la motivation financière à l'endroit de ces joueurs-là, parce qu'on parle d'une qualification pour le CHAN. N'oublions pas que par rapport aux éliminatoires de la CAN, le Togo est déjà mal parti. Et donc, à ce niveau-là, à un moment donné, il faut motiver les joueurs. Il faut sauver les meubles. Il faut sauver les meubles. Il faut sauver les meubles. Si le Togo est au prochain CHAN, je pense que ce n'est pas du tout volé. Et si jamais, je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure, mais cela ne se produit pas, vous imaginez la réaction du public. Donc, je me dis, il faut que les responsables, les premiers responsables, mettent la main à la pâte, comme souvent le fait Madame le ministre. Il faut qu'elle prenne son bâton de pèlerin pour justement encore discuter avec les autorités, voir les joueurs, leur faire en tout cas la motivation nécessaire pour que ces enfants-là, le samedi, arrachent cette qualification pour le Togo. Parce que le Niger aussi l'a dit, nous voulons également aller au CHAN. Vous parcourez un peu les réseaux sociaux nigériens, les pages Facebook de la fédération. Ils sont très motivés à l'idée d'éliminer le Togo. Oui, nous allons encore une fois écouter Jonas Kokou-Komlan qui parle ici de ce qui a été fait sur les dernières séances d'entraînement. On a un match vraiment très important encore à jouer, une finale à jouer à Cotonou samedi. Non seulement on a travaillé sur la récupération, donc aujourd'hui on a repris avec une séance qui était basée sur la conservation du bal, le jeu de transition et puis mettre en place quelques stratégies de jeu. Je pense que ça se passe très bien, les joueurs sont motivés, il y a cette envie qui est là d'aller chercher cette qualification à Cotonou. Tout se passe bien et je pense qu'avec l'état d'esprit qu'il y a, ça va bien se passer le samedi parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. Il faut les scorer, il faut jouer. Notre philosophie, c'est le jeu. Il ne faut pas avoir peur non seulement de l'adversaire ou bien du ballon. Il faut faire le jeu, il faut poser le ballon au sol. Et puis sur le plan mental, être présent mentalement parce que c'est un match qui va être très costaud. Il faut qu'on soit là présent dans les duels. Si tous ces ingrédients sont réunis, je pense que ce sera réuni aussi. On va faire un bon match samedi. On va faire un bon match samedi si tous les ingrédients sont au rendez-vous. On a travaillé sur la récupération, la conservation et puis le jeu de transition. Voilà ce qui est important aux yeux du sélectionneur Jonas Kokou-Komlan. Oui, vous savez, les réalités d'un match sont souvent différentes d'un autre. Ça passe d'une variété donc de réalités. Mais je crois quand même que nous avons gagné 1-0. Les Nigériens doivent marquer coûte que coûte pour pouvoir se remettre donc dans le sens de la marche, ce qui veut dire que les réalités du match aller ne seront pas comme celles du match du retour, ce qui veut dire qu'ils se porteront plus vers l'avant pour pouvoir chercher donc le but égalisateur d'abord, marquer 1-0 avant de chercher un deuxième but. Donc, ils ont plus de difficultés parce qu'il faut marquer 2 buts pour nous dépasser, pour nous déposer. Et c'est par là où je crois quand même que l'encadrement, l'entraîneur Jonas a su convertir les données en jouant sur les attaques rapides dont il a parlé. Donc, je crois quand même que c'est de là que nous pouvons, comme je l'ai dit, mettre ces Nigériens-là dans l'entonnoir. Vous voyez à peu près. Donc, ce qui veut dire que lorsque nos joueurs ne sont pas attentistes, ils jouent le jeu vers l'avant et profitent des moindres failles laissées par les Nigériens. Comme Abu l'a dit, je crois quand même qu'on a la chance. Donc, les Nigériens sont obligés de sortir de leur réserve. Ils doivent ouvrir, ils doivent se porter vers l'avant. Donc, en se portant vers l'avant, ils doivent chercher à marquer. Donc, ce qui peut permettre en ce moment-là aux Togolais de trouver des espaces pour contre-attaquer rapidement et marquer. Lorsqu'on mettra 1-2, c'est fini. Voilà. Il y a aussi cette formule-là de la conservation du match aller, mais attention, nous ne disons pas aux Togolais d'aller jouer avec 2 buts derrière et laisser le ballon aux Nigériens. Il faut oublier le score du match aller. Je pense que c'est très important. Dans la tête, c'est vrai que c'est difficile à pouvoir élucider, mais les joueurs étant des footballeurs et avec Jonas Kokou-Komlan qui a un défi à relever, je pense qu'il faut encore jouer. Il faut jouer, mais tout en restant très concentré et surtout vigilant et ne pas multiplier les mauvaises passes. La dernière fois au stade de Kégué, on a vu 2 choses qui étaient évidentes. C'est le jeu aérien. Le jeu aérien des Togolais, mais les Nigériens sont grands de taille. Donc, vous balancez les balles dans la surface de réparation, étant grands de taille, dans les duels,
les Togolais ont été souvent battus. Mais quand ils ont commencé à poser le ballon au sol, on a commencé justement à avoir une véritable réaction. C'était compliqué pour eux d'aller chercher les ballons au sol. Et puis la deuxième chose, je pense que le public, c'est vrai, la dernière fois au stade de Kégué a fait certes le déplacement qu'il fallait. Maintenant, le public également à Cotonou est très important. On sait très bien que voilà, il faut mettre une organisation en place. Il y a beaucoup de Togolais résidents au Bénin qui vont sûrement être au stade général Mathieu Kérékou pour pousser ces éperviers-là justement à la qualification. C'est en cela justement que nous demandons à la fédération de maximiser la communication, parce qu'on a l'impression que pour le match retour, bon, c'est silence radio, on ne veut pas faire autre chose, bon, on se dit non, c'est comme c'est à Cotonou, bon, on laisse tomber. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut continuer la communication, maximiser justement l'information à ce qui concerne cela, parce qu'au dernier moment, les Togolais peuvent quitter même le vendredi soir, bien sûr, il y a le des samedi gens matin. qui ont envie de quitter le samedi matin Voilà. et revenir après le match. Justement, donc à ce niveau-là, il faut continuer dans cette lancée parce que, je le dis et je le répète, cette qualification pour le prochain CHAN, c'est à mettre également au crédit du président de la fédération. C'est à mettre au bénéfice du comité exécutif de la fédération. Il faut que tous ceux qui sont justement dans cette cellule, dans ce bureau exécutif, mettent la main à la pâte pour que la qualification soit bien évidente pour le Togo. Voilà. Et tu parlais, je crois que le volet communication est vraiment là. Jusque-là, il y a silence radio. Il y a silence radio. Ils sont en train de faire des choses. Donc nous les interpellons. Là-bas, Oui, on ne sait parce pas. que, d'accord. Mais attendez, le Togo nous sommes se déplace. mercredi. Il faut Nous quand sommes même mercredi. qu'on informe la population mercredi. que nous allons nous déplacer. Voilà, nous sommes Franck Nyama. mercredi. Nous sommes mercredi et le match se joue samedi. Il reste quelques Qu'est-ce jours. qu'on fait au niveau de la communication? Dire que les radios même vont se débrouiller. Non, nous sommes là pour une cause nationale. Franchement, il faut. De toutes les façons, il y a un voyage qui est organisé pour les médias. Certains médias qui vont pouvoir. Et ça, je crois quand même que c'est important pour que nous soyons présents à Cotonou et porter très haut cette équipe-là afin qu'elle puisse nous amener la qualification. Nous avons là Abulato, Thierry Abulato, le Calcalfou. On va donner la parole peut-être à deux auditeurs. Ils doivent être en ligne certainement. Ils veulent se prononcer sur ce match retour entre le Niger et le Togo là-bas à Cotonou au Bénin. Vous pouvez faire signe sur le 92 03 60 31 97 24 26 26 pour pouvoir peut-être envoyer des mots d'encouragement aux éperviers. Allô? Oui, bonsoir monsieur Franck. Salut cher ami, votre nom? C'est Thierry de Sao Paulo. Pardon? C'est Thierry de Sao Paulo. Ok, notre ami de Sao Paulo, tout va bien? Oui, ça va bien. Ok, on vous écoute. Juste souhaiter un bon match le samedi prochain à notre équipe locale. Il faut dire aussi à l'entraîneur de faire un bon choix. Il va le faire, c'est lui qui est responsable de tout ça, il sait quoi faire. À très bientôt. À très bientôt. Allô? Oui, allô, bonsoir. Salut cher ami, votre nom? Rachid. Rachid, tout va bien? Oui, on rend grâce à Dieu. Vous étiez au stade la dernière fois? Oui. Moi, je salue tout le plateau. Oh, merci. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est juste ce que le sélectionneur de MENA dit, c'est juste pour pouvoir faire casser le moral de nos joueurs, de ne pas se concentrer pour le match de retour. Ça a oublié tout ce qu'il a dit. C'est que il ne sait pas quoi dire, c'est juste pour pouvoir se tutoyer. Nos joueurs doivent être concentrés et surtout le staff. Dit à nos joueurs que de ne pas prendre tout ce que le sélectionneur nigérien, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, de l'important. Il l'ignorait quoi. Maintenant, concernant nos amis béninois, franchement, moi je ne fais pas de la confiance. S'ils peuvent vous mettre tout le bâton pour qu'on soit éliminé. Franchement, il faudrait que nous-mêmes on prenne nos discussions, on arrive là-bas, on se loge, on cherche un hôtel. Trouver l'ambassadeur qui est là-bas pour qu'il nous trouve un bus pour qu'on puisse qu'on fasse le déplacement. Donc, ça, autre chose qu'on attend tout de nos amis béninois. Très bien. C'est ce que vous préconisez, Rachid. À très bientôt. Bon après-midi. Bye bye. Allô, quelqu'un derrière Rachid? Non, pour le moment, non. Il nous reste encore... oui, on peut laisser tomber. Ou bien il y a quelqu'un? Non.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On souhaite beaucoup de courage aux éperviers du Togo. Ils ont un rendez-vous important samedi là-bas à Cotonou. On va continuer d'en parler toute la semaine d'ailleurs. Merci Prosper Agboklou, merci Angelo Folikou et Domadovon, merci Pélagie Mekoum. À très bientôt.